Bismillah. La première pensée de Lewis fut: pourquoi ne m'effraie-t-il pas? Il était énorme. C'était une créature lourde et disgracieuse, aussi grande qu'un grizzly du Canada. Il pouvait certainement être violent, mais d'une certaine façon, il paraissait si faible qu'on aurait pu penser qu'il s'envolerait au moindre souffle. Bonjour, dit-il de l'autre côté de la machine traductrice. Je suis le docteur Matthew Lewis. Une suite de claquements et de grognements compliqués lui parvinrent. La créature qui se tenait en face de lui répondait d'une voix profonde et puissante. Bonjour, traduisit la machine d'un ton métallique. Je suis Theremin. Que désirez-vous, docteur Lewis? Lewis regarda la forme luisante de la machine de l'autre côté du bureau qui les séparait. Le Shouran remuait sans cesse sur sa chaise, qui craquait de protestation sous son poids. Il semblait embarrassé, mal à l'aise. Même les vêtements qu'il portait ne paraissaient pas lui convenir. Lewis étudia le visage de l'étranger dont les yeux bruns revinrent se fixer sur lui, mais il ne put y lire aucun sentiment. Cela s'annonçait difficile. Seulement discuter pour commencer, dit-il. Parlez-moi de vous. Que voulez-vous savoir? Avec le flair délicat de son instinct professionnel, Lewis put sentir une sorte d'hostilité. Parlez-moi de votre travail, dit-il. Vous êtes géologue, je crois. Pas exactement, répondit le Shouran, et il partit dans une description compliquée de son travail. Ce n'était pas facile à suivre, mais Lewis avait fait ce qu'il fallait et pouvait en comprendre assez pour prolonger la conversation. Au bout d'un moment, Theremin commença à perdre un peu de son embarras du début et parla plus librement. Lewis le laissa continuer environ une demi-heure, faisant éventuellement des remarques avant de mettre fin à l'entrevue. Le grand étranger venait à peine de quitter la pièce lorsque le mur, qui se trouvait à gauche de Lewis, se mit à briller et devint transparent. Était-ce satisfaisant? Demanda la voix précise et forte de son interlocuteur, quelque part devant lui. Il regarda à travers la vitre et vit confusément l'élégante silhouette du capellan, ses yeux froids et félins fixés sur lui. Oui, pas mal, dit-il. Naturellement, je ne fais que briser la glace. Demain, nous commencerons vraiment. Vous pourrez alors procéder à votre analyse. Eh bien, cela semble possible, mais la machine traductrice rend très difficilement son langage. Vous ne saisissez pas toutes les subtilités de ton et d'expression. Et c'est très compliqué pour un non-Shouran de lire les expressions faciales. Franchement, je ne pense pas qu'un humain soit dans les meilleures conditions pour ce travail. Mon cher docteur Lewis, nous avons déjà discuté de tout cela. Oui, je le sais aussi, dit-il au capellan. De toute façon, nous verrons demain. Le capellan saisit l'allusion, puis le mur redevint opaque. Lewis se leva et retourna à ses quartiers. Une petite surface artificielle d'environnement terrestre que les capellans avaient créée très soigneusement à son intention. Plutôt pensa Lewis comme un zoo qui procure quelques rochers, une mare, un pingouin, afin de le convaincre qu'il se trouve encore dans son environnement natal. Mais Lewis était loin de chez lui, à des années-lumière, et tous les repas typiquement anglais, l'ameublement strictement anglais, la musique, les livres, les films anglais, qui étaient censés l'aider à passer le temps, ne pouvaient pas lui faire oublier cela. Pour la centième fois, il se demanda pourquoi de tous les psychiatres des centaines de planètes de la Fédération, c'était lui qui avait été choisi. Oh, les capellans lui avaient expliqué tout cela très clairement, très soigneusement. Des planètes différentes avaient développé des aspects différents de leur culture à des vitesses différentes. Et la psychiatrie était une science que la Terre avait développée et que la Fédération, si avancée dans d'autres domaines, avait négligée. Maintenant, subitement, on en avait besoin. Quelque chose n'allait pas chez les Shouran, la race la plus vieille et la plus étendue de la Fédération. Et après s'être désintéressés de la Terre pendant 30 ans, les capellans, qui paraissaient contrôler presque tout dans la galaxie, étaient venus sur Terre et l'avaient arraché, lui, le docteur Matthew Lewis, à son confortable cabinet de consultation de Londres. La porte s'ouvrit et un de ces petits dirans, silencieux et omniprésent, entra en portant son repas du soir. Il les aimait bien, son patient. Le capellan et eux étaient les seules créatures qu'il avait vues depuis qu'il était arrivé une semaine auparavant. Où cela, il ne savait même pas sur quelle planète il se trouvait. Le diran posa le plateau, lui donna un curieux petit salut et sortit.
Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez les Chourans? Pardon, se demanda Lewis en s'asseyant devant son repas solitaire. Une névrose qui semblait affecter la race entière. Très étrange, pensa-t-il, en mordant dans ce qui était apparemment une vraie côtelette de mouton. Très étrange, en vérité. La semaine suivante, les entrevues eurent lieu régulièrement et Lewis se forgea graduellement une idée de la personnalité de Terraman. Mais c'était une tâche longue et difficile. Sa technique était d'encourager le sujet à parler le plus possible de lui-même, n'intercalant qu'occasionnellement une question ou guidant la conversation dans la direction qui lui paraissait utile. Cependant, Terraman ne parlait librement que sur des sujets anodins, et Lewis était forcé de poser des questions plus directes. Parfois, il devait presque lui arracher les informations, et il y avait chez son patient une hostilité sous-jacente qu'il ne parvenait ni à dissiper, ni à percer malgré ses efforts. À la fin du 7e jour d'analyse, il fut appelé par le capellan. Il se rendit à la salle d'entrevue et s'assit aussitôt. Le mur brilla et le capellan apparut. Comment vont les choses, docteur Lewis? Lewis poussa un profond soupir. Je ne pense pas que je pourrais aller plus loin. Vous avez trouvé la solution? Non, franchement, je pense que ma technique n'est valable dans ce cas. Alors, vous n'avez rien découvert. Vous devez sûrement avoir trouvé certaines choses dans l'esprit de Terreman. Oui, mais quoi? Bien sûr, je sais maintenant une ou deux choses sur lui. D'abord, son père était une personne très distinguée chez les Chourans, bien que Terreman soit loin d'avoir raté sa carrière. Il ressent cela, même s'il ne veut pas se l'avouer lui-même. Deuxièmement, il a été effrayé par un insecte alors qu'il était encore très jeune. Il semble qu'il l'ait oublié, mais c'est resté gravé dans son subconscient et je l'ai découvert par hypnose. Mais qu'est-ce que cela prouve? Je peux seulement travailler sur la psychologie humaine, et d'après les critères humains, il est parfaitement normal. Il a des petits problèmes et des soucis comme tout le monde, mais rien qui puisse lui causer un trouble mental sérieux. Et dans tous les cas, ce sont des problèmes individuels. Ils sont relatifs à son propre caractère et à son histoire personnelle. Il n'est pas possible d'imaginer toute une planète souffrant exactement des mêmes troubles. La seule chose qui m'inquiétait était son hostilité. C'est assez commun chez un patient de transférer l'agressivité qu'il ressent envers quelqu'un ou quelque chose contre son psychiatre. Mais il semblait hostile dès le début, ce qui était étrange, et je ne peux absolument pas voir quel est l'objet réel de cette agressivité. Haïrait-il quelque chose? Rien que je puisse voir. Ah, il y a une chose. À un moment, il a paru quelque peu évasif. De quoi discutiez-vous? De l'histoire ancienne, de l'histoire chourane, bien sûr. Il ne semble pas l'aimer du tout. Cela m'avait intrigué sur le moment, mais je n'ai pas insisté car je ne pensais pas que c'était important. Le capellan examina pensivement sa longue main garnie de 6 doigts. Peut-être devriez-vous, dit-il. Lewis soupira. D'accord, mais je pense que cela ne servira à rien. Nous verrons, dit le capellan d'un ton débonnaire, et soudain l'écran redevint noir. Je voudrais que nous parlions d'histoire, Tereman. D'histoire, dit la machine d'une voix morne. Oui, parlez-moi de l'histoire, Chouran. C'est une très longue histoire, et je ne suis pas historien. Je ne vois vraiment pas. Je suis moins intéressé par les faits que par votre attitude envers eux. Vous avez appris l'histoire à l'école? Oui. De quoi vous souvenez-vous encore? Tereman commença à raconter ce qu'il avait appris étant enfant, lentement et à contre-cœur. Je ne vois pas ce que cela peut faire, dit-il, après un moment. Nous verrons, dit Lewis. Parlez-moi des origines de votre peuple, avant l'époque des voyages spatiaux. Vous avez appris cela très jeune, dites-vous. Oui, je me rappelle mon vieux professeur, Calby. Il y eut un silence. Oui, insista Lewis. Je le haïssais, dit soudain le Chouran. Il y eut un autre long silence. Dérangé seulement par le faible tic-tac de la machine, Tereman était muet, regardant droit devant lui. Lewis attendit patiemment. Il ne parlait que de nos traditions, toujours et toujours et toujours, et de tout l'intérêt que nous avions à les suivre. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas parfait, personne ne l'est. Vous pensez que ces principes sont difficiles à suivre? Et comment pourriez-vous les suivre dans ces conditions, en sentant les yeux de toute la galaxie tournés vers vous? C'est impossible, vous dis-je. Vous vous sentez coupable de cela? La voix du Chouran devint plus forte et plus discordante. Bien que la machine continuât à traduire chaque mot du même ton terne et monotone,
Qu'en pensez-vous, étranger? Retournez sur votre planète primitive, je refuse de vous voir à nouveau. Il se leva, regarda un instant Lewis d'une façon menaçante, puis quitta la pièce en se heurtant maladroitement contre le bureau. Lewis le laissa partir et resta assis quelques minutes en fixant la machine devant lui, puis il se leva aussi et sortit. Remarquable, dit le capellan, vraiment remarquable. Il se pencha en arrière sur son siège, joignant les extrémités de ses longs doigts effilés, ses grands yeux rusés regardant Lewis à travers la vitre. Il ressemblait un peu à une souris. Ses yeux avaient donné un cauchemar à Lewis. Une nuit, il était tard, près de 10 heures du soir, et chacun avait eu le temps de considérer l'acte du Shouran. Bien sûr, c'est si évident maintenant, continua le capellan. Toute la fédération observe les Shouran, à tel point que nous en avons presque fait des saints. Et maintenant, la race est affectée par cette, comment dites-vous, névrose, essayant de s'élever vers ces modèles que nous leur attribuons. Remarquable, dit-il pour la quatrième fois. Il ment, dit Lewis. Je vous demande pardon, demanda vivement le capellan. Je disais qu'il ment, mais il a reconnu cela de son plein gré. Je ne comprends pas pourquoi il mentirait. Ayez la bonté d'accepter ce que je vous dis, dit Lewis sèchement. Il commençait à ressentir la tension des dernières semaines. Cela peut paraître surprenant, je l'admets, continua-t-il d'une voix plus calme. Mais j'ai déjà fait des observations semblables sur des patients humains. Une partie de son esprit essaie de cacher la vérité, et pour cela, elle a créé ou exagéré quelque chose. Je suis sûr qu'il le croit lui-même, mais ce n'est pas la vérité. C'est trop, oh, trop à propos, trop simple, trop plausible. Les faits exacts sont toujours confus et compliqués. Il faut beaucoup de temps pour les éclaircir. Et quels sont les faits réels? Je ne sais pas, mais je pense que je suis capable de les découvrir maintenant. Le capellan resta songeur un long moment, tapotant doucement du doigt la table vernie. Je suis impressionné, dit-il. Il est clair que votre habileté n'est pas commune, et que vous l'utilisiez très bien. Merci, répondit Lewis. Demain, je. Mais soudain, l'écran redevint noir. Le lendemain matin, il arriva tôt dans la salle d'entrevue et attendit le Shouran, vers 9h30. Tereman entra de sa démarche traînante et embarrassée. Il s'assit et poussa un son guttural que Lewis reconnut avant même que la machine ne lui dise. Bonjour. Bonjour, Tereman, dit-il. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier et je voudrais y revenir. Pardon. Je pense qu'il y eut une petite confusion. La grande créature se pencha soudain vers Lewis par-dessus la table. Il repoussa une brusque envie de s'enfuir. Je ne suis pas un menteur, docteur, d'un autre monde. Je suis sûr que vous ne l'êtes pas, consciemment. Mais il y a une partie de votre esprit qui connaît la vérité et qui tente très fortement de la cacher. Cette partie vous a persuadé que tous vos problèmes sont dus à certains événements du passé, ceux dont vous m'avez parlé hier, et cela m'effraie. Or, je ne doute pas que tout ce que vous m'avez dit hier soit vrai. Néanmoins, ce n'est pas ce qui vous tracasse réellement. C'est encore présent dans votre subconscient, et nous devons creuser un peu plus profondément pour le découvrir. Des bêtises. D'accord, vérifions si ce sont des bêtises. Reparlons d'histoire. Revenons à l'époque précédant vos voyages spatiaux. J'ai fait une petite recherche personnelle sur cette époque. C'était une période très intéressante. Vous aviez un gouvernement planétaire qui fut véritablement plus tard la base de la Fédération. Parfaitement achevé. En tant que Shouran, vous devriez vous sentir fier de cela. Il s'arrêta et attendit. Êtes-vous fier demanda-t-il. Quelque chose qu'ils firent dans le passé. C'est un mensonge, dit Tereman. Qu'est-ce qui est un mensonge, Tereman? Tout ça, ce ne sont que des mensonges. Vous voulez dire votre histoire? Oui. Comment cela se pourrait-il? Chaque événement a été enregistré. Non. Mais si, Tereman, c'est un mensonge, répéta obstinément Tereman. Certainement pas tout. Il y eut une longue pause. Non, admit finalement Tereman, mais une certaine partie de l'histoire. Oui. Quelle partie, Tereman? Je ne peux pas vous le dire. Tant pis, dit Lewis après un moment. Je le découvrirai tout seul. Il est évident qu'il y a quelque chose dans le passé dont vous êtes honteux. Vous savez quoi? À demi consciemment, probablement, c'est la mémoire de la race en quelque sorte. Cela a dû se passer il y a des milliers d'années. Vous n'en parlez jamais, mais c'est à moitié enfoui dans toutes vos mémoires. Ai-je raison?
Un silence renfrogné de l'autre côté de la table. La question est, quel est ce secret coupable? Évidemment quelque chose d'un lointain passé, quelque chose que vous avez fait à votre propre peuple, puisque vous étiez la seule espèce intelligente de la planète, aussi les enregistrements. Un frisson parcourut Lewis. Theremin, vous étiez la seule race de cette planète? Partez. Theremin, vous disiez que les enregistrements étaient faux. Partez, laissez-moi seul. Y avait-il une autre race sur votre planète? Silence. Y en avait-il une? Oui, 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 oui. Un grand bras s'abattit sur la table, faisant trembler la machine. Lewis se força à ne pas reculer. Que leur est-il arrivé? Demanda-t-il. Il avait un horrible pressentiment de ce que serait la réponse. Nous les avons tous tués. Mon Dieu, subhanallah, pensa Lewis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il posa ses deux mains à plat sur la surface froide de la table pour les empêcher de trembler. Quand il put retrouver sa voix, il dit: Racontez-moi cela. Ils nous avaient tout appris. Alors nous les avons tués et avons dit que toutes ces connaissances étaient les nôtres. Nous avons détruit toute trace d'eux et nous avons réécrit les livres d'histoire. Nous sommes la civilisation la plus ancienne de la galaxie et personne ne l'a jamais su. Tous les autres pensaient que nous étions seuls sur notre planète. Mais comment savez-vous tout cela? Je le sais. Quelqu'un a dû vous le dire. N'en avez-vous jamais discuté avec un autre Shuran? Non. Alors comment savez-vous que c'est vrai? Je le sais. Mais comment? Je le sais, répéta obstinément le Shuran. Et Lewis le crut. Il avait dû hériter de cette mémoire de la race ou d'un faible fragment de cette mémoire. Savez-vous à quoi il ressemble? Demanda-t-il. Non, vous n'avez aucune image d'eux à l'esprit? Je ne sais pas. Le Shuran était tombé dans une bouderie morose et gêné. Lewis eut une idée. Attendez ici une minute, dit-il, et il quitta précipitamment la pièce. Se dirigeant vers ses quartiers, il revint quelques minutes plus tard avec un carnet à dessin et un crayon. Pourriez-vous essayer d'en dessiner un? Demanda-t-il. Peut-être, répondit prudemment le Shuran. Il prit le carnet dans sa large main et commença son esquisse, d'abord hésitant, puis avec une plus grande assurance. Lewis le regardait à mesure qu'il s'absorbait dans sa tâche. Il jeta un regard vers le dessin et soudain il se figea. Theremin dessinait un homme. Theremin, dit-il avec prudence, je pense que c'est une erreur. L'étranger s'était arrêté et fixé le croquis d'un air embarrassé. Regardez, Theremin, vous vous êtes trompé, vous avez fait une confusion. Le Shuran releva la tête et regarda Lewis. Vous, dit-il, c'est vous. Non, Theremin, vous êtes trompé, vous avez confondu. C'est vous. Vous, vous êtes l'un d'entre eux. Partez, laissez-moi seul. Le Shuran avait contourné le bureau, ses grands yeux noirs fixant Lewis, hurlant dans son langage incompréhensible que la machine traduisait de sa voix monotone. Lewis sursauta et recula. Il savait que l'entrevue était un succès. En se reculant, il heurta du talon le pied de la chaise et tomba maladroitement à la renverse. Pendant un moment terrifiant, la figure énorme du Shuran apparut au-dessus de lui. Puis la porte s'ouvrit et 3 d'Iran, en tunique verte, se précipitèrent pour saisir Theremin. La grande créature se débattit furieusement pendant un moment, mais elle était impuissante contre le petit Diran vigoureux. Ses bras retombèrent enfin et il accepta d'être emmené. J'espère que vous vous sentez mieux? Demanda Capellan. Oui, merci, répondit froidement Lewis. C'est quelques heures plus tard, il était assis dans la salle d'entrevue, faisant de nouveau face au Capellan. Peut-être ferais-je mieux d'éclaircir les choses? Peut-être. Parfait. Laissez-moi vous montrer un Tellara. Il pressa un bouton sur son bureau et une image apparut sur un large panneau au fond de la pièce. C'est une ressemblance remarquable, n'est-ce pas? Lewis dut l'admettre. Un examen approfondi montrait clairement que la créature n'était pas humaine, mais les ressemblances étaient frappantes. Seules quelques grosseurs de la physionomie et d'autres différences subtiles du visage les écartaient. Ainsi, ils ont bien existé. Je n'avais jamais été sûr que Theremin n'ait pas inventé tout cela. Oh oui, ils ont bien existé. Ils furent ce qu'a dit Theremin, une race plus vieille qui agissait comme des guides et des mentors envers les Shurans. Et les Shurans les ont réellement tués. Mais ce fut un accident, et non comme Theremin se l'imagine. Quelque horrible massacre, un docteur Shuran faisant des recherches sur un virus inconnu. Il fut imprudent et quelques virus s'échappèrent. Pour les Shurans, c'était relativement sans danger. Et pour les Tellara, plus délicat, c'était mortel. La race entière fut exterminée en quelques années. Cela a dû ébranler les Shurans, dit Lewis. Oui, les Tellara le pensèrent. C'est ce qui provoqua leur erreur. Fit
Leur erreur? Oh, une erreur bien excusable. Et un geste très noble, mais une erreur. Voyez-vous, ils sont responsables de leur propre disparition des pages de l'histoire. Ils détruisirent chaque cité, chaque bâtiment, chaque enregistrement, chaque œuvre d'art, très soigneusement, si bien qu'il fut incroyablement difficile de trouver une seule preuve de leur existence, bien que nous la pressentions, mais nous n'en avions jamais été sûrs avant de découvrir l'épave d'une vieille fusée Tellara dans une région peu fréquentée de l'espace. Une des premières tentatives de voyages spatiaux qui avait échoué. Elle avait dû dériver là depuis des millénaires, et d'abord nous n'avions aucune idée de sa provenance, mais nous l'avons finalement découverte. Lewis remuait sans cesse sur chasseur. Mais je ne vois toujours pas pourquoi. Pourquoi ils firent cela? Pour que les Shurans ne se sentent plus coupables, et leur dirent de ne jamais mentionner les Tellara. Ils détruisirent toute trace évidente de leur existence, ils réécrivirent les livres d'histoire, maquillant même les évidences historiques. Oh, les Shurans, vivant à cette époque sûrs que c'était un mensonge. Mais en 3 ou 4 générations, cela fut accepté et les Shurans continuèrent à développer leur civilisation. Il vaut mieux avoir comme mémorial une civilisation vivante et développée que quelques pierres, des livres et une race paralysée par un sentiment de culpabilité. C'est ce que pensèrent les Tellara. Mais ils se trompaient. En partie, oui. Leur souvenir subsista dans la mémoire de la race, un secret coupable et collectif, en quelque sorte, et très profondément enfoui. Mais la plaie se rouvrit. Elle devint pire avec le temps. Les autres d'entre nous essayèrent de la guérir, mais nous ne pouvions rien faire. Les blocages mentaux étaient si profondément enracinés dans les esprits des Shurans que toutes nos techniques furent sans effet. Mais nous eûmes des films des Tellara, trouvés dans le vaisseau spatial. Nous les avons montrés à un Shuran, et il a eu une réaction certaine. Nous étions sûrs qu'il y avait un souvenir enterré quelque part, mais ce n'était pas suffisant. Nous nous sommes alors rendus compte de l'extraordinaire ressemblance qu'il y avait entre l'humanité et les Tellara. Un patient transférera souvent ses émotions concernant quelqu'un ou quelque chose vers son psychiatre, mais s'il pouvait être réellement analysé par ses propres cauchemars, le transfert peut être assez fort pour briser le blocage mental. L'interrompit Lewis. Oui, je l'ai quand même résolu. En fait, ce n'était que mensonge et bêtise de dire que la psychologie humaine était tellement avancée. C'était nécessaire, dit le capellan avec douceur. Auriez-vous connu la vérité si vous aviez simulé votre travail? Je ne vois pas l'utilité de tout ceci. Malgré tout, dit Lewis, maussade, vous ne pouvez certainement pas analyser toute la race. Si, c'est nécessaire. Je ne vois pas l'intérêt de tout cela. Vous n'en voyez pas l'intérêt? Non, dit Lewis obstiné. Très bien, je vais essayer de vous l'expliquer. Sans avertissement, il se leva et en 2 langues enjambées, il fut près de la vitre. Lewis sauta de sa chaise et recula, pris d'une peur soudaine et irrationnelle. Il n'avait jamais vu réellement le capellan auparavant, mais seulement assis à son bureau, sa grande robe lui cachant presque tout le corps. Il était plus grand que Lewis ne l'avait pensé, environ 2,50 m, avec d'énormes orteils. Il leva une main, et soudain, de longues griffes, incurvées, apparurent à l'extrémité de ses doigts. Il tendit un bras et fit paresseusement glisser ses griffes sur la vitre, y laissant 6 entailles profondes. Pendant un affreux moment, Lewis pensa qu'il allait briser la vitre et pénétrer dans la partie de la pièce où il se trouvait. Naturellement, elles sont atrophiées maintenant, dit le capellan. Quoi? Demanda vaguement Lewis. Mes griffes. Il les montra à Lewis. Elles sont atrophiées maintenant. Nous ne les utilisons plus, comme notre queue. Oui, dit Lewis. Il était troublé et effrayé. Mes ancêtres, continua le capellan, étaient une sorte de lézard chasseur, un peu comme cette créature qui a vécu sur votre planète, il y a longtemps. On l'appelait Tyrannosaurus Rex, je crois. Nous chassions des petites créatures dans votre genre. D'accord, dit Lewis, qui s'était quelque peu ressaisi. Vous voulez m'effrayer, je suis effrayé. Éteignez donc la lumière et criez bouh. Allons, c'est un jeu stupide et puéril. J'essayais simplement de prouver quelque chose. Et quoi? Que je suis un lézard carnivore. Oh, je n'utilise pas mes griffes. Nous ne les utilisons plus depuis des milliers d'années. Mais nous les avons encore. Ne trouvez-vous pas cela curieux? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez, dit Lewis, irrité en s'éloignant. La voix du capellan s'éleva brutalement. Je parle de l'évolution, petite créature, de l'évolution. Nous autres, capellans, nous sommes sortis de la jungle il y a 70 000 ans.
Ce n'est que le temps d'un éclair pour l'éternité. Vous ne vous débarrassez pas de vos dents et de vos griffes en si peu de temps. Nous ne nous en sommes pas débarrassés, et vous non plus. Que voulez-vous dire demanda Lewis, fixant le capellan qui se tenait toujours près de la vitre. Faites donc attention. Je suis un lézard carnivore. Vous êtes un singe chasseur. Un singe en pantalon. Dites donc, instinctivement, Lewis fit un geste de colère et s'approcha de la vitre. Le capellan se mit à rire d'une voix rauque et désagréable. Cela ne va pas, petit homme des cavernes. Vous n'avez pas votre hache de pierre. Par contre, j'ai mes griffes. Vous voyez, l'écorce est très fragile. Quelques mots désagréables et vous devenez violent. D'accord, d'accord, je comprends, dit Lewis, fâché. La civilisation n'est qu'un mot. Et alors? Vous ne comprenez rien du tout. Le problème est qu'aucun d'entre nous n'est civilisé. Oh, je sais que vous avez vos petits jouets, vos fusées, vos ordinateurs. Nous avons aussi ce genre de choses, et des bien meilleurs. Des astronefs interstellaires, des micro-ordinateurs. Oh, vous avez été étonné par nos jouets. Sa voix caverneuse résonna. Et nous sommes encore des sauvages. Et vous aussi. Mais Térémen n'en est pas un. Pensez à cela, docteur Lewis. Pensez-y. Il y a 11 000 ans, un Shuran fit une erreur. Je dis bien une erreur. Conséquence, sur une planète, une race mourut. Mais c'était un accident, l'erreur d'une seule personne. Il y a 300 ans, nous les Capellans, nous eûmes une guerre. Nous avons détruit 3 planètes entières. Nous les avons transformées en vers radioactifs. De même pour vous. Il n'est pas possible de faire une liste de tout ce que l'humanité a fait. Votre planète baigne dans le sang. Je m'étonne que vous ne vous soyez pas noyé dedans. Alors, mon cher docteur, voici la question. Vous souciez-vous de tout cela? Non, bien sûr. Et moi non plus. Mais Térémen s'en souciait. Un Shuran, il y a des milliers d'années, fit une erreur et Térémen s'en souciait. Il s'en souciait tellement qu'il en était malade. Voilà pourquoi c'est lui qui doit diriger la galaxie, et non vous ou moi. Non parce qu'il est meilleur fabricant de jouets, ou même parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il est civilisé et que vous et moi ne le sommes pas. Il y eut un long silence embarrassé. Le capellan fit demi-tour et revint vers son bureau. Je ne suis pas si sûr d'aimer être un barbare, dit Lewis après un moment. Le capellan se retourna. Et moi, croyez-vous que j'aime être un barbare demanda-t-il brusquement. Il continua, essayant de garder son calme. De toute façon, je ne crois pas que cela serve à quelque chose de discuter plus longtemps. Votre moyen de transport vous attend. Je vous suggère de retourner sur votre planète et je retournerai sur la mienne. En fait, avant que vous ne partiez, voici un petit cadeau personnel pour compenser votre dérangement. Il désigna un petit objet posé sur une table dans un coin de la pièce où Lewis se trouvait. Lewis le prit et l'examina avec curiosité. Qu'est-ce que c'est? Un de nos jouets, dit le capellan, des perles et de la verroterie. En quelque sorte, un cadeau d'un sauvage à un autre. Lewis lança l'objet contre le mur où il éclata en un millier de minuscules fragments. Allez au diable, allez, Lana, dit-il. Il sortit de la pièce, le rire cruel du capellan le suivit dans le couloir.